Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci j'ai un sujet assez particulier puisque je suis rentré il y a quelques jours de la Pologne. Alors qu'est-ce que j'ai été faire en Pologne? Je n'ai même pas été faire de tourisme, je n'ai même pas été faire les magasins. J'ai été en Pologne parce qu'il y avait dans une ville en Pologne ce qu'on appelle le Polyglot Gathering. Qu'est-ce que le Polyglot Gathering? Alors littéralement cela signifie le rassemblement de polyglottes et c'est en fait l'un des événements les plus importants dans la communauté polyglotte au monde. Donc c'est une organisation qui existe depuis quelques années déjà, inspirée par une autre qui s'appelle la Polyglot Conference. Ce sont vraiment les deux on va dire, organisations majeures dans le monde des langues. Et cette année, il y avait donc une conférence organisée dans une ville qui s'appelle Teresin, qui se trouve près de Varsovie. Et donc je suis allé d'abord à Varsovie pour ensuite me rendre à Teresin. Je n'ai même pas donc visité Varsovie, mais c'était pas non plus le but. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Simplement parce que c'est un événement génial et j'aimerais le faire connaître. Donc voilà, c'était la première fois que j'y allais. Je suis le monde polyglotte depuis une dizaine d'années. Et c'était la première fois que j'allais sur place. Alors depuis le Covid, j'ai pu participer à environ tous les événements en ligne. Donc il y avait le Polyglot Gathering online, à côté du Polyglot Gathering sur place, qu'on appelle on-site, donc sur site littéralement. Et il y a aussi le Polyglot Conference, qui est de base on-site et qui a aussi eu online. Donc moi j'ai participé à tous les événements online depuis le Covid et cette fois c'est la première fois que j'avais pu aller à l'événement sur place. Et voilà, j'avais beaucoup pas d'appréhension, mais je me demandais vraiment comment ça allait se passer, puisque bon, entre en ligne et sur place c'est pas du tout le même univers, c'est juste pas comparable. Par où commencer? Il y a tellement de choses à dire. Donc ça a duré pendant 5 jours, 4 jours on va dire, 4 jours complets. Et qu'est-ce qu'on fait pendant 4 jours? Et même 4 jours, c'est pas assez. Ce qu'on fait, c'est donc il y avait trois salles de conférences où il y a parfois des workshops, parfois des conférences, des talks. Ça dépend un peu. Donc chaque speaker, chaque orateur, on va dire, choisit un peu sa formule. Et il y avait l'une des trois salles qui s'appelle la Babel Room, qui est enregistrée. Donc là, il y a des talks qu'on va pouvoir voir par la suite. Donc à chaque moment de la journée, il y a en fait trois créneaux, on va dire, sur la journée. Il y a le matin, l'après-midi et le soir, évidemment. Et donc le matin et l'après-midi, on a à chaque heure trois talks. Les talks faisant entre une plage horaire d'une heure et une plage horaire de 2 heures. Et donc quand c'est une heure, c'est en fait 30 minutes de talk et puis 15 minutes de questions-réponses. Ça peut être sur des crash courses, donc découvrir des nouvelles langues qu'un professeur va enseigner depuis zéro. Ça peut être des méthodes de langue, ça peut être du vécu personnel, ça peut être quelque chose en lien avec la culture. Donc il y a plein de sujets différents. Donc chaque heure, il y a 3 sessions différentes. À côté de ça, il y a les sessions de pratique de langue, et donc là, on avait une zone dans une espèce de grand jardin, il y avait des bancs, et en fait, à chaque banc, il y avait une langue spécifique. Et donc, chaque heure, il y a dans les, je sais plus combien c'était 5-6 langues qui changeaient toutes les heures. Là, on pouvait avoir des langues habituelles, on va dire majeures, on va dire dominantes, tout comme le français, l'espagnol, italien, portugais, allemand, etc. Et puis, il y aura des langues un peu plus rares, on va dire. Il y a tout ce qui est les langues qui sont de manière numérique moins souvent parlé. Il y avait aussi des tables d'espéranto, moi j'ai beaucoup aimé puisque j'ai pu le pratiquer, des tables de catalan, des tables de bulgare, il y avait vraiment de tout. Il y avait une bonne diversité, certaines tables ayant beaucoup de gens, des langues comme le français, l'espagnol ou bien l'allemand sont populaires, ou bien le russe même, ou le polonais. Et puis il y avait des langues où il y avait un peu plus de monde, un peu moins de monde, et donc là, parfois c'était dur d'avoir un locuteur natif à la table, et parfois en fait c'était avantageux parce que ça permettait d'être moins de gens pour pouvoir pratiquer la langue, et donc on avait chacun plus de temps de parole, on va dire. Après, évidemment, on peut faire un groupe de 10 ou bien des groupes de 2, de 3, enfin voilà, en fonction du nombre de gens qu'il y a, on adapte la taille pour que chacun puisse parler. Il y avait aussi un truc que j'ai beaucoup aimé, qui était la No English Zone. La No English Zone, donc la zone de non-anglais, on va dire littéralement, c'est donc une zone où on va essayer d'éviter d'employer l'anglais. Problème, avec de grosses guillemets, le problème de l'anglais, c'est que c'est une langue dominante. C'est la langue dominante. Et c'est la langue que tout le monde parle. Alors évidemment, c'est avantageux d'avoir une langue commune à tout le monde, puisque
Quand il y a des explications, par exemple la cérémonie d'ouverture ou de clôture de la conférence, enfin du gathering, bah, ce sera en anglais, comme ça tout le monde comprend. Le souci, c'est que le but, c'est quand même de pratiquer des langues. Donc, quand on veut éviter l'anglais, mais qu'on ne sait pas trop... Enfin, par exemple, on a une demi-heure à tuer, on ne sait pas trop quoi faire, et on se dit, tiens, j'aimerais pratiquer une langue, et bien on va aller dans la No English Zone. Il y aura des petits groupes qui se seront formés, et donc là, on peut voir quelle langue est parlée. Une fois, je suis arrivé dans la No English Zone, il y avait de l'espagnol, puis ça switchait en français. Donc au moins, ce qui est bien, c'est qu'on peut socialiser en se disant, tiens, on va pas employer l'anglais cette fois, on va employer une autre langue. Alors évidemment, parfois, il y a pas de langue en commun quand il y a un grand groupe, mais l'idée est quand même là. Il y avait aussi une zone avec des jeux de société. Alors personnellement, j'avoue que j'y ai pas été parce que j'avais juste toujours quelque chose d'autre à faire, mais bon, c'est cool aussi, comme ça on peut employer d'autres langues pendant qu'on fait des jeux de société. Il y avait des zones de jeux. Alors normalement, il y avait aussi accès à une piscine et un jacuzzi, mais ils étaient en travaux, donc c'était pas possible. Donc il y a toujours quelque chose à faire. Le matin, donc il y a les conférences, les talks, ainsi que les discussions, donc les tables de conversation. Après, on avait une pause de midi. Alors, ce qui est bien lors des pauses pour manger, donc le matin, midi et le soir, c'est qu'il y a 2 heures qui sont dédiées aux pauses. Alors, on a une salle assez grande qui ressemble un peu à la grande salle de Poudlard, avec 6 tables, ou 5 tables, un truc comme ça, et ben là, voilà, on s'assied à côté de qui on veut et on discute de la langue qu'on veut. Moi, j'essayais à chaque fois de m'asseoir à côté de gens différents que je ne connaissais pas parce qu'il y avait 400 participants venant d'une 50aine de pays. Donc, il y avait toujours des gens nouveaux. Même le dernier jour, je vois des gens, je me dis, tiens, t'es là depuis mercredi, genre je t'ai jamais vu. C'est assez dingue. Même leur tête, on les voit pas parce qu'on est toujours à des activités ou à causer avec certaines personnes. Et donc, ce qui est bien, c'est que donc pendant 2 heures, on peut socialiser, on peut rencontrer des gens, échanger des informations, échanger nos numéros, ou bien nos Insta, nos WhatsApp ou que sais-je. Et après, ben, on peut sortir dehors, discuter. Alors, il y a pas mal de gens qui faisaient des vidéos pour leur propre chaîne YouTube, par exemple. Donc voilà, il y a aussi des influenceurs qui passaient par là et qui faisaient du matériel. Donc, ces 2 heures, c'était aussi mis à profit. Donc, le matin, il y avait les 2 heures du déjeuner. Bon, on y va pas, ça c'est chacun sa petite popote, c'est chacun son choix. Après, il y a donc 4 heures, je pense que c'est de 9 heures à 13 heures, il y a 4 heures de talk et de table de conversation, puis il y a 2 heures du midi, puis encore 3 heures, je pense, avec de nouveau des talks et des séances de conversation. Et puis le soir, là, c'était un peu plus spécial, il y avait des quiz, il y avait des comment dire, des fêtes, genre il y avait des discos, il y avait des soirées à thème, c'était assez diversifié et voilà, chacun fait ce qu'il veut, on n'y va pas, c'est nous, voilà, chacun décide. Donc niveau activité, c'était vaste. Alors ce qui est top, c'est que quand on est passionné par les langues, on peut rencontrer des gens qui parlent toute une série de langues. Alors ce qui était pratique, c'est que le Gathering a créé pour chacun ce petit papier qui indique donc, je ne sais pas du tout si c'est clair à l'écran, qui indique donc les langues qu'on parle et au niveau où on parle. Parce que bon, quand on va dans des séances de conversation, à Bruxelles dans mon cas, on a un petit papier avec les noms des langues. Ici au moins ce qui est bien c'est qu'on sait précisément le niveau de la personne et les langues qu'il ou elle parle et à quel niveau, voilà, donc c'est assez cool parce que on voit directement, ah tiens tu parles telle langue qui est rare, par exemple tiens je croise quelqu'un qui a le flamand, donc le néerlandais de Belgique sur son petit papier, je me dis tiens c'est cool tu parles le flamand, ou bien je vois je sais pas moi de l'espéranto du norvégien, des langues plus rares, ou voire même des langues comme Tokipona qui est une langue artificielle, ou bien enfin d'autres langues qui sont plus rares ou un dialecte. Et donc là c'est intéressant parce qu'on sait directement qu'est-ce que l'autre personne parle. Il y a aussi il y a toute une série de petites activités qui sont mises par-ci par-là. Il y avait une activité de jeu de mots par rapport à l'espéranto. Il y avait un échange de bouquins. Alors ça n'a pas marché tellement fort. Je crois qu'il n'y a pas assez de gens qui ont apporté des bouquins. J'avoue ne pas en avoir pris moi-même. Donc il y avait une zone où on proposait des bouquins qu'on voulait partager et qui étaient à donner. Donc ça c'était une petite foire et en permanence on pouvait mettre ce qu'on voulait. Ça c'était pas mal aussi. Et donc voilà, l'idée c'est non seulement d'échanger des méthodes. Moi j'avoue que j'ai appris plein de choses. Niveau de méthodologie, j'ai partagé beaucoup d'idées. Niveau de matériel ou d'astuces en tout genre. Et j'ai hâte d'être en congé pour pouvoir expérimenter tout ça. Il y a juste tellement de trucs que j'ai envie de tester.
Donc non seulement il y a le fait de découvrir de nouvelles méthodes, mais aussi de pouvoir donc un peu ressusciter ces langues. J'avoue que mon norvégien était un petit peu mort avant d'y aller. Alors il est toujours pas spécialement fortement ressuscité, mais j'ai quand même pu participer à 2 séances de conversation en norvégien. Alors autant on peut écouter, on peut aussi se mettre à parler, il n'y aura jamais de jugement. Et ça c'est ce que j'explique aussi pas mal quand je discute avec des étudiants, c'est que qu'on a toujours un peu peur de parler parce qu'à l'école c'est alors, on a peur du regard des autres, ce qui est en fait assez normal, assez compréhensible. Euh, mais quand on va dans des échanges de langue, il y a et c'est très rare d'avoir des critiques par rapport à son niveau de langue. Moi, j'étais à une session de chinois, et honnêtement, autant je sais me débrouiller vite fait, de manière générale, autant là, lors de cette session spécifique, mais je me suis pété la gueule, je n'avais juste plus mes mots, j'avais même du mal à comprendre un truc basique, et je me sentais assez mal. Mais d'un côté, la personne avec qui je parlais, qui n'était même pas native, mais qui le parlait correctement, a vraiment essayé d'employer des mots plus simples, employer du body language, donc du langage gestuel. Il a essayé toute une série de méthodologies pour faire en sorte que je me sente à l'aise et que je puisse suivre la conversation. C'était vraiment du one-on-one, lui et moi. Et en fait, autant je me sentais mal, mais pas par rapport à la discussion, par rapport à mon niveau. Parce que voilà, j'ai quand même appris le chinois pendant quand même pas mal de temps, mais avec des méthodes qui n'ont pas toujours porté leurs fruits. Et en fait, je me sentais mal par rapport à moi de ne pas savoir me débrouiller, ce qui est un sentiment que pas mal de gens ont. Après, heureusement, via ces discussions, je me sentais un peu plus à l'aise parce que je savais qu'il n'y avait pas de jugement, que la personne cherchait à m'aider, et voilà, donc là, je me suis quand même senti reconnaissant vis-à-vis de cette personne. Et ça, c'est le genre de personnes qu'on trouve naturellement dans le gathering. Les gens, ils sont là parce qu'ils aiment les langues, parce qu'ils savent qu'apprendre une langue n'est pas spécialement facile, et donc ils veulent aider d'autres personnes. Donc il n'y a pas de jugement. J'ai parlé avec des gens qui avaient vraiment beaucoup de mal avec le néerlandais. J'étais accueillant, j'étais ouvert, j'essayais vraiment de les aider, parce que c'est ce qu'on fait dans ce genre d'événement. Si tu voudrais apprendre des langues mais que tu es timide, tu sais pas trop comment ça marche, tu te sens un peu seul dans ton monde en mode qu'est-ce que je vais faire, comment m'en sortir, c'est intéressant d'aller à ce genre d'événement parce que là, personne ne juge, tout le monde est passionné, c'est que du positif en fait, il y a pas de négativité dans ce truc. Tout le monde est ouvert, tout le monde est sympa, tout le monde est respectueux. Il y a personne qui commence à engueuler quelqu'un. Les seuls moments où on parle fort, enfin on parle fort tout le temps parce que il y a tellement de gens qui parlent en même temps qu'on se comprend pas. Donc j'ai perdu ma voix plus d'une fois, mais c'est vraiment une expérience unique en fait. C'est une fois par an. Et moi perso, c'est la première fois que j'ai pu y aller depuis 10 ans que j'attends d'y aller. Et bon, ayant été 5 ans étudiant et puis 5 ans prof, ça tombait à chaque fois pendant les examens. Donc là, j'ai eu la chance de pouvoir y aller. Mais c'est vraiment un truc, il faut l'avoir fait une fois dans sa vie. Quand on est intéressé par les langues, et il n'y a pas besoin d'être un passionné qui parle 50 milliards de langues, moi j'étais vraiment le polyglotte lambda. Il y avait plein de gens qui en parlaient moins, il y avait plein de gens qui en parlaient plus. Who cares? C'est pas grave. L'important c'est d'être passionné, ouvert et d'être intéressé. Et voilà. Après, chacun il vient avec des objectifs différents, avec un vécu différent, avec des expériences différentes, et c'est ça qui en fait la richesse. Donc il y a vraiment rien à perdre à y aller, mis à part, en plus, niveau du prix, c'est encore abordable, puisque moi j'ai pris une option où j'étais, donc cette année, c'était on va dire un centre de conférence avec un hôtel qui était compris. Littéralement, mon hôtel était à 20 mètres de la porte d'entrée de la conférence. Euh, donc, il y a plusieurs solutions. Il y a des chambres individuelles à 2 à 3. Il y a aussi un dortoir où on prend son propre sac de couchage. Donc, il y a une possibilité d'avoir l'hôtel de là-bas. On peut aussi prendre un truc ailleurs. Il y avait la possibilité de manger au restaurant même, qui est un buffet en fait. Donc, il y a l'hôtel, il y a la nourriture, il y a les conférences. En fait, il y a tout qui est compris. On peut choisir un peu sa popote. On peut choisir. Moi j'aimerais aller à l'hôtel tel jour ou j'aimerais aller au restaurant tel jour. On peut choisir quel repas on prend. Il y a même possibilité d'avoir le menu omnivore, végétarien et vegan, gluten free, etc. Ils sont vraiment très flexibles. Donc voilà, c'est vraiment top d'avoir toutes ces différentes options. Donc il y a que des avantages pour moi à y aller. Il faut au moins y aller une fois. Si on aime bien les langues, il faut au moins y aller une fois. Au pire, on trouve pas ça autant wow que prévu, mais voilà, moi ça fait 10 ans que je veux y aller et j'ai vraiment kiffé.
Et si je pouvais y retourner, ben, je le ferais sans aucune hésitation, quoi. Ça vaut vraiment, vraiment le coup. Alors, j'ai fait vraiment cette vidéo en freestyle, hein, j'ai pas préparé quoi que ce soit. Si tu as des questions, des interrogations sur des choses plus détaillées, n'hésite pas à le mettre en commentaire, je serais ravi d'y répondre. Euh, donc voilà, il y aura sûrement des trucs auxquels je ne penserai pas la suite, mais j'aime bien faire ça en freestyle. Donc voilà, si jamais tu as des idées, des questions à poser par la suite, n'hésite pas à le faire. Et donc, qui sait, on se retrouvera peut-être au Gathering de 2024, qui sera d'ailleurs à Prague. On n'a pas encore beaucoup d'infos, mais donc il a été révélé que ce serait à Prague, dans la capitale de la République tchèque, et ce serait aux alentours entre fin mai et début juin. Il n'y a pas encore plus de précision, on ne sait pas encore où est-ce que ce serait exactement, mis à part la ville. Entre-temps, il y a le Polyglot Conference qui se fera à Budapest, la capitale de la Hongrie, et ça, ce sera les 27 et 28 octobre. Donc c'est un week-end, c'est pendant 2 jours. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'autre qui se produit. Il y a d'autres événements qui sont organisés dans d'autres endroits dans le monde, mais ça, ce sont les 2 qui sont majoritaires. Voilà, je vais m'arrêter là, et donc j'espère te voir en 2024, donc en République tchèque, et entre-temps, je serais ravi de voir tes commentaires et voilà, je suivrai un petit peu tout ce qui se passe sur YouTube. Voilà, à la prochaine, surtout à l'année prochaine.